Nous abordons à présent le calcul de l'impôt sur le revenu. Effectivement, une fois que le revenu global net imposable est déterminé, il convient de procéder au calcul de l'impôt. D'abord le calcul de l'impôt brut, ensuite le calcul de l'impôt net. Et ce calcul de l'impôt brut fait intervenir de façon combinée un barème d'imposition progressif et le mécanisme du quotient familial. Le barème progressif de l'impôt sur le revenu tout d'abord. La progressivité de l'impôt, c'est un outil qui est au service d'une plus grande justice fiscale et qui consiste à frapper la matière imposable à un taux qui va augmenter à mesure que la quantité de matière imposable augmente. Comme on le sait, la progressivité de l'impôt peut être assurée selon des modalités diverses. C'est ce qui a été vu plus haut dans un enregistrement de portée plus générale qui ne concernait pas seulement l'impôt sur le revenu. Et en matière d'impôt sur le revenu, eh bien, il est fait application de la progressivité par tranche. En d'autres termes, parmi toutes les modalités de la progressivité qui peuvent exister, a été retenue celle qui consiste à diviser la matière imposable en tranches, chacune constituant une fraction de la base d'imposition et étant frappée d'un taux propre. Le taux augmente suivant la valeur de la matière imposable. Il s'agit d'un système qui ménage une progressivité douce, comme nous l'avons vu, donc, et le fait qu'une fraction de revenu, qu'une fraction du revenu imposable atteigne la tranche supérieure, ne produit que des effets limités et non brutaux, puisqu'au fond, le mécanisme veut que seule cette fraction du revenu, celle qui dépasse, celle qui relève de la tranche supérieure, soit frappée d'un taux d'imposition plus élevé, et non pas l'intégralité de la matière imposable. De cette manière, lorsque le revenu s'accroît, eh bien, le niveau moyen d'imposition augmente, mais de façon modérée, sans inciter donc à la fuite devant l'impôt. Il faut donc souligner ici avec force que la progressivité par classe est quant à elle tout à fait étrangère à l'impôt sur le revenu en France. Il faut dire qu'elle génère une progressivité brutale de nature à décourager l'activité et justement à encourager l'évasion fiscale. Donc, contrairement à une idée très répandue, ce mécanisme n'est pas celui qui a été institué par le législateur et le barème progressif qui s'applique lors du calcul de l'impôt sur le revenu, c'est un barème progressif qui fait intervenir une progressivité par tranche. La progressivité de l'impôt frappe la somme des revenus du contribuable issus des différentes catégories, dont il a été fait masse, donc avec les différentes précisions qui ont été apportées à ce sujet tout à l'heure. Il convient toutefois d'apporter certaines précisions. Je voudrais insister sur un point. Il se trouve que les dividendes sont obligatoirement imposés selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu, oui, mais après application, le cas échéant, d'un abattement de 40%. Mais avant d'être imposés au barème progressif, ces revenus font l'objet, sauf exception, d'un prélèvement à la source au taux de 21%. Ce prélèvement forfaitaire constitue un acompte d'impôt sur le revenu de l'année, imputable sur l'impôt qui est dû l'année suivante, et en cas d'excédent, restituable. Donc on le voit, il y a là, disons, quelque chose qui mêle à la fois le barème progressif de l'impôt et ce taux fixe de 21% s'agissant de ces dividendes. L'autre mécanisme qui intervient donc dans le calcul de l'impôt sur le revenu, c'est, je le disais, le quotient familial. L'aménagement familial de l'impôt sur le revenu est une idée qui est apparue très tôt, dès le projet de Caillaux, au début du siècle dernier. Il s'agit, dans un but de justice fiscale, de tenir compte au moment du calcul de l'impôt des charges familiales qui pèsent sur le contribuable. Et c'est également un outil incitatif qui est utile, relativement efficace, en tant qu'il est mis au service d'une politique familiale. La prise en compte des charges familiales dans le calcul de l'impôt prenait à l'origine la forme d'un mécanisme de déduction. On retranchait, autrement dit, on retranchait du revenu imposable un certain nombre de sommes fixées arbitrairement qui devaient être représentatives des charges entraînées par le mariage, représentatives des charges entraînées par l'existence d'enfants.
Et en 1945, on fit le choix d'un autre dispositif, le quotient familial, qui quant à lui est un mécanisme spécifique qui va permettre une prise en compte plus prononcée de la situation familiale du contribuable à l'impôt sur le revenu. Le quotient familial est une fraction, son nom le dit bien, c'est un quotient. Et cette fraction se compose au numérateur, donc en haut, si vous voulez, de la fraction, du revenu global net du contribuable, et au dénominateur, en bas, d'un nombre de parts qui traduit la situation familiale du contribuable. Et chacun de ces deux éléments varie donc en fonction de la situation de chacun. Le nombre de parts diffère selon la situation de famille et les charges familiales qui s'y attachent, et donc naturellement, on le sait, enfin on l'imagine sans peine, le revenu global net varie également en fonction de la situation de chacun. Mais encore une fois, donc, le nombre de parts est indexé sur la situation de famille. Une personne célibataire ou divorcée, sans personne à charge, obtient une part. Des personnes mariées ont droit à 2 parts. Si l'on est marié avec un enfant, 2 parts et demie. Le deuxième enfant procure aussi à ses parents une demi-part. Et puis à partir du troisième enfant, une part. D'ailleurs, on mesure bien ici tout l'intérêt qu'il y aurait du point de vue strictement fiscal à se doter d'une famille nombreuse. Et en tout cas, on voit bien comment il est fait usage finalement de ce mécanisme pour créer un phénomène d'incitation. Un instrument de politique familiale tout à fait évident, dont on ne mesure pas en revanche très nettement l'efficacité. Il existe également des hypothèses particulières, autres que celles que je viens d'évoquer, le célibataire ou les parents mariés avec 1, 2 ou 3 enfants. Certains contribuables bénéficient d'une majoration spéciale du quotient familial sous la forme d'une demi-part supplémentaire parce qu'ils se trouvent dans une situation difficile, particulière, délicate. Ce sont par exemple les personnes seules qui ont une ou plusieurs personnes à charge. Ce sont aussi par exemple les personnes mariées lorsque l'un d'eux ou les deux partenaires ou conjoints sont invalides, ou encore les contribuables mariés ou liés par un PACS, quand un conjoint ou partenaire est âgé de plus de 75 ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension militaire. Voyons à présent les modalités de l'application combinée du barème de l'impôt d'un côté et du quotient familial de l'autre, puisque le calcul de l'impôt sur le revenu mobilise à la fois le barème de l'impôt et le quotient familial. Prenons l'exemple d'un contribuable marié ayant 2 enfants à charge, situation qui donne droit à 3 parts, et dont le revenu global net pour l'année considérée serait de 60 000 euros. Le quotient familial, ici, est égal à 60 000, divisé par 3, c'est-à-dire 20 000. Le calcul de l'impôt va s'effectuer en 2 étapes. Premièrement, le barème de l'impôt sur le revenu est appliqué au quotient familial. Il est fait application du barème de l'impôt à cette somme de 20 000 euros, ce qui revient en pratique à calculer l'impôt brut dû pour une part. Le second temps du calcul de l'impôt brut consiste alors à multiplier le montant de cet impôt pour une part par le nombre de parts du foyer fiscal. Et c'est ainsi qu'on obtient le montant de l'impôt brut dû par le contribuable. Donc ici, on prendra le montant de l'impôt obtenu pour une part, par application du barème à ces 20 000, et on le multipliera par 3. Et ainsi, on obtient le montant de l'impôt brut. Ce mécanisme permet de personnaliser l'impôt, c'est-à-dire que l'intervention du quotient familial, accompagnant l'application du barème progressif de l'impôt, permet de personnaliser l'impôt compte tenu de la situation de famille du contribuable et des charges qu'elle suppose. Son association au barème progressif de l'impôt se traduit concrètement par l'application du barème à un montant qui est inférieur au revenu global net. Dans notre exemple, le revenu global net est de 60 000 euros, et finalement le barème de l'impôt, lui, est appliqué à 20 000. Dans la mesure où c'est un taux progressif, un taux qui augmente à mesure que la matière imposable augmente, donc un taux qui baisse à mesure aussi que la matière imposable est plus faible, cela veut dire que ce mécanisme a pour effet de minorer le taux d'imposition subi par le contribuable, et donc le montant de l'impôt dû, même si, in fine, on multiplie par 3 le montant de l'impôt dû pour une part. C'est néanmoins un impôt calculé avec un taux plus faible que si l'on avait pris en compte l'ensemble du revenu global
net du foyer fiscal. La mise en œuvre du quotient familial a pour effet d'atténuer la progressivité de l'impôt, comme on le voit, et de cette façon, un contribuable qui dispose de revenus assez élevés et qui a à sa charge plusieurs enfants pourra avoir à payer un montant d'impôt identique à celui qu'aura à payer un contribuable dont les revenus seraient plus modestes, mais qui se trouverait en situation de célibat et sans enfants, par exemple. Pour conserver une forme d'efficacité à la progressivité, le législateur a donc cherché à limiter l'impact du quotient familial. D'une part, les avantages que procure le quotient familial ont été plafonnés. L'article 197 du Code général des impôts prévoit que la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 1 512 € par demi-part. C'est le montant fixé s'agissant de l'imposition des revenus de l'année 2016. D'autre part, il est prévu que le quotient familial ne tienne pas compte de l'ensemble des membres du foyer fiscal. Le cas du rattachement d'enfants mariés liés par un PACS ou chargés de famille au foyer fiscal de leurs parents le montre parfaitement. En effet, la possibilité de ce rattachement est ouverte lorsque l'enfant est âgé de moins de 21 ans ou lorsqu'il a moins de 25 ans et poursuit ses études. En cas de rattachement, bien que pour les parents, la situation de famille se trouve modifiée et que leur charge familiale soit plus importante du fait de ce rattachement, aucune part supplémentaire ne leur est accordée. Le rattachement est sans incidence sur le quotient familial. Il va se traduire plus simplement par un abattement sur le revenu imposable, et pour l'imposition des revenus de l'année 2016, cette déduction s'élève à 5 738 € par personne prise en charge, comme le prévoit l'article 196b du Code général des impôts. Mais on aura bien compris qu'il y a là une limite au jeu du quotient familial, puisque aucune part, aucune demi-part supplémentaire n'est occasionnée par ce rattachement d'enfants mariés ou liés par un PACS ou chargés de famille au foyer fiscal de leurs parents. Une fois que l'on a calculé le montant de l'impôt brut, certains éléments doivent encore être pris en compte, le cas échéant, afin d'obtenir le montant de l'impôt que doit acquitter le contribuable. Il s'agit des réductions d'impôt et des crédits d'impôt. Ce sont des mesures qui se traduisent par l'imputation d'un certain nombre de dépenses sur le montant de l'impôt brut, c'est-à-dire qu'une fraction du montant des dépenses exposées par le contribuable vient réduire le montant de l'impôt qu'il aura à payer. Et il faut savoir que dans le cas des crédits d'impôt, un avantage supplémentaire est offert au contribuable. Si le montant à imputer s'avère supérieur au montant de l'impôt brut, la différence lui est reversée par le Trésor. Ces réductions d'impôt, ces crédits d'impôt sont bien connus et concernent des dépenses très diverses. Actuellement, de telles réductions proviennent notamment des cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires, des dépenses correspondant à l'emploi d'un salarié à domicile, ou encore des dons effectués au profit de fondations ou d'associations reconnues d'utilité publique, ou encore même de fondations universitaires ou d'œuvres d'intérêt général ayant un caractère philanthropique. Et pour ce qui concerne les crédits d'impôt, on peut mentionner par exemple ceux qui concernent les dépenses d'équipement de l'habitation principale ou encore les frais de garde de jeunes enfants. La dernière section de cet enregistrement est consacrée au paiement de l'impôt sur le revenu. Cet impôt sur le revenu est recouvré par voie de rôle, c'est-à-dire sur la base d'une liste nominative des contribuables soumis à l'impôt, qui comporte pour chacun d'eux la base d'imposition et le montant à payer. Une fois le rôle homologué par le préfet, ce qui lui procure une force exécutoire, chaque contribuable reçoit un avis d'imposition qui mentionne le montant de la matière imposable, celui de l'impôt à acquitter et la date de recouvrement de l'impôt dû. L'impôt sur le revenu est en principe réglé l'année qui suit celle au titre de laquelle le contribuable est imposé, et le paiement de l'impôt peut s'effectuer de deux manières. Normalement, le contribuable doit verser 2 acomptes provisionnels égaux chacun au tiers de l'impôt acquitté l'année précédente, ce qui intervient le 15 février puis le 15 mai, et un troisième versement intervient par la suite pour régler la différence éventuelle entre l'impôt dû
et les sommes déjà versées au cours des 2 premiers acomptes. Si les sommes qui ont été versées précédemment sont supérieures finalement à l'impôt dû, eh bien le contribuable a droit au remboursement de ce trop perçu. Le système que l'on appelle système des tiers prévisionnels est parfois délicat à gérer, et c'est pourquoi il est également proposé aux contribuables d'opter pour le paiement mensuel de l'impôt. Mécanisme avantageux pour le contribuable car il peut ainsi étaler plus régulièrement ses paiements. C'est aussi avantageux pour l'État dans la mesure où cela rend plus régulières les rentrées fiscales. Mais ces dispositifs ont, semble-t-il, vocation à s'effacer dorénavant car l'actualité montre qu'une évolution est en cours, évolution qui devrait mener à la mise en place d'un prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Sa mise en place est prévue à partir du 1er janvier 2018, sous réserve toutefois d'une éventuelle remise en cause du dispositif à l'issue des scrutins électoraux du printemps 2017. Je renvoie donc à plus tard la présentation du dispositif dans ce domaine, une fois que le droit sur ce point se sera stabilisé. Nous abordons dans cet enregistrement, qui est aussi un chapitre 2, l'impôt sur les bénéfices des sociétés, l'impôt sur les sociétés. La notion d'entreprise recouvre des réalités diverses et parallèlement, les bénéfices que réalisent les entreprises sont imposés selon des modalités distinctes. Ces modalités vont varier en fonction de la structure juridique de l'entreprise en cause, et de ce point de vue, il convient de bien distinguer l'entreprise individuelle d'un côté et la société de l'autre. L'entreprise individuelle n'a pas de personnalité juridique, et donc elle n'a pas de patrimoine qui lui soit propre, c'est avant tout une réalité économique et sociale. Seul l'exploitant d'une entreprise individuelle est doté de la personnalité juridique. Il possède un patrimoine dont l'entreprise est un des éléments. Le régime fiscal des entreprises individuelles répond à ces caractères généraux, puisque l'entreprise individuelle, en tant que telle, ne se voit pas reconnaître la qualité de contribuable. C'est l'exploitant qui va déclarer, au titre de l'impôt sur le revenu, les bénéfices qu'il aura réalisés dans l'entreprise. Et ces bénéfices s'ajouteront aux autres revenus dont il a disposé au cours de l'année, afin de former son revenu global imposable. Et c'est sur cette base que l'on calculera le montant de son impôt sur le revenu. Autrement dit, les bénéfices de l'entreprise individuelle sont imposés dans la personne de l'exploitant au titre du seul impôt sur le revenu. Pour ce qui concerne les entreprises en forme de société, le régime fiscal est différent. Il faut néanmoins distinguer société de personnes et société de capitaux. En ce qui concerne les sociétés de personnes, les associés sont en principe responsables des dettes sociales sur leur patrimoine personnel. Et donc, de façon imagée, on parle au sujet de ces sociétés de sociétés transparentes. Compte tenu de cette transparence, le régime fiscal des sociétés de personnes est assez proche de celui des entreprises individuelles. Cela veut dire que les bénéfices des sociétés de personnes sont considérés comme des bénéfices personnels des associés, et ces bénéfices sont donc normalement assujettis à l'impôt en la personne des associés. Il est vrai que les sociétés de personnes peuvent à certaines conditions opter pour le régime de l'impôt sur les sociétés, mais en principe, donc, ce sont les associés qui auront à acquitter l'impôt à raison de leur quote-part dans les résultats sociaux. En ce qui concerne les sociétés de capitaux, la responsabilité des associés ou actionnaires est en principe limitée à leur rapport. On parle ici de sociétés opaques par opposition aux sociétés transparentes. Compte tenu de cette opacité, de cette densité juridique et financière des sociétés de capitaux, eh bien, elles sont considérées en droit fiscal comme des entités juridiques distinctes de leurs associés ou de leurs actionnaires. Elles sont regardées comme de véritables contribuables, avec des intérêts distincts de ceux de leurs associés. Elles supportent donc, en conséquence, un impôt sur leurs bénéfices. Ce sont les sociétés elles-mêmes qui ont à supporter un impôt sur leurs bénéfices, l'impôt sur les sociétés. Tandis que de leur côté, les associés seront personnellement imposés pour les dividendes que la société leur a versés, et cela au titre de l'impôt sur le revenu. Plusieurs raisons peuvent justifier la création d'un tel impôt. Les profits que réalisent ces sociétés anonymes, ces sociétés de capitaux,
parmi les sociétés de capitaux, je songe aux sociétés anonymes, mais également les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en commandite par action, etc. Ces sociétés de capitaux, les profits qu'elles réalisent peuvent être considérés comme provenant pour partie de la collectivité tout entière, compte tenu de l'étroite imbrication des intérêts publics et privés et de la socialisation des risques. Si bien qu'en imposant les sociétés, l'État, au fond, peut être regardé comme opérant un prélèvement sur une richesse qu'il a aussi contribué, lui, à créer. Ensuite, ce que l'on peut dire en faveur de l'instauration d'un tel impôt, c'est qu'organiser un tel prélèvement est assez intéressant en termes de recettes publiques, parce qu'il est possible de frapper les bénéfices réalisés par les sociétés à des taux plus élevés que les revenus individuels. Cette élévation du taux peut au demeurant se justifier par la plus grande puissance économique des sociétés. Elles peuvent réunir une plus grande masse de capitaux que les particuliers et les entreprises individuelles. Donc on le comprend, il y a tout un ensemble de facteurs en faveur d'une telle imposition. L'impôt sur les sociétés a été créé assez tardivement en France, comme dans plusieurs autres pays occidentaux. Il est apparu dès 1920 en Allemagne et aux États-Unis, mais la plupart des pays européens ne l'ont institué qu'après la Seconde Guerre mondiale. En France, c'est le décret du 9 décembre 1948 qui l'a créé. Et aujourd'hui, cet impôt représente environ 15% des recettes fiscales brutes prévues au budget général de l'État. Il est prévu, par exemple, qu'en 2017, il rapporte à l'État 60 milliards 300 millions d'euros. C'est un montant de recettes brutes. Il occupe donc une place relativement importante dans le système fiscal français, aussi bien pour les raisons qui le fondent que pour les recettes publiques qu'il procure donc à l'État. Quels sont les organismes qui entrent dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés ? Eh bien, il faut établir ici une distinction entre des organismes qui sont soumis à cet impôt par obligation et puis d'autres qui le sont par option ou bien en raison de leur activité, tandis que certains organismes sont purement et simplement exclus du champ de l'impôt sur les sociétés. Alors, commençons par les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés par obligation. Ce sont des sociétés qui n'ont pas le choix, on le comprend bien. Elles ne peuvent opter, par exemple, pour l'impôt sur le revenu. Et il y a là les sociétés par action, donc les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par action, les sociétés par action simplifiée. Ce sont aussi les sociétés en commandite simple, pour la part des bénéfices qui revient aux commanditaires, les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée, créées par des personnes morales, les sociétés à responsabilité limitée, exception faite des SARL de famille ayant opté pour l'impôt sur le revenu, et les sociétés en participation pour la part des bénéfices qui revient aux associés dont la responsabilité est limitée ou dont l'identité n'est pas révélée à l'administration. Des textes relativement récents sont venus atténuer quelque peu cette soumission obligatoire à l'impôt sur les sociétés concernant certaines d'entre elles, et c'est ainsi que le Code général des impôts prévoit qu'à certaines conditions, les sociétés anonymes, les sociétés par action simplifiée et les sociétés à responsabilité limitée peuvent opter pour l'impôt sur le revenu, à des conditions toutefois qui restent très étroitement définies, puisque notamment cela ne concerne que les sociétés non cotées, cela concerne les sociétés qui n'ont été créées qu'au cours d'une période de 5 ans. Cela ne concerne que les sociétés dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 50% au moins par une ou des personnes physiques et à hauteur de 34% au moins par une ou plusieurs personnes ayant au sein des dites sociétés la qualité de président, de directeur général, de président du conseil de surveillance, de membre du directoire ou de gérant, ainsi que par des membres de leur foyer fiscal. Donc on le voit tout de même, les conditions sont restrictives. S'ajoute encore cette condition selon laquelle la société doit employer moins de 50 salariés et avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel ou avoir un bilan qui n'excède pas un montant situé aux alentours de 10 millions d'euros au cours de l'exercice, montant actualisé par la loi périodiquement. Et enfin, il est prévu que pour pouvoir éventuellement se soustraire donc à l'impôt sur les sociétés,
la société doit encore exercer à titre principal une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, mais à l'exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Donc véritablement, on est conduit à constater un certain assouplissement, mais tout de même à des conditions extrêmement exigeantes. D'autres sociétés sont soumises à l'impôt sur les sociétés par option, ce sont les sociétés de personnes. Et puis, il y a des organismes qui sont soumis à l'impôt sur les sociétés en raison de leur activité commerciale. Autrement dit, en dépit de ce que pourrait laisser croire leur structure juridique, il y a là des organismes qui exercent des activités commerciales, ce qui va entraîner leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés. Cela concerne les sociétés civiles. C'est ainsi que l'article 206, paragraphe 2 du Code général des impôts prévoit que ces sociétés sont passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 du Code général des impôts, c'est-à-dire à des opérations commerciales. Et du point de vue des contribuables, il faut se méfier de cette disposition tant elle témoigne du grand réalisme du droit fiscal. Celui-ci ne s'arrête pas simplement à la structure juridique apparente, celle qui a été adoptée pour exercer une activité, donc la structure juridique apparente, je veux dire visible, effective. Le droit fiscal s'attache très rigoureusement, en vérité, à imposer l'activité, compte tenu de sa nature réelle. Autrement dit, l'article 206, paragraphe 2 du Code général des impôts, c'est un moyen qui permet d'éviter que l'on ait recours à une structure juridique pour se soustraire à l'impôt sur les sociétés. C'est ainsi que si une société civile patrimoniale est créée alors que son activité consiste à donner en location des locaux meublés équipés ou à acheter des terrains pour y édifier des bâtiments et les revendre, elle sera regardée comme se livrant à des opérations commerciales au sens de l'article 206, paragraphe 2 du Code général des impôts. Et compte tenu de cette activité, eh bien, elle tombera dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés. Je souligne qu'il existe à cet égard une certaine tolérance de la part de l'administration fiscale, puisque l'administration fiscale, effectivement, considère que si la part commerciale de l'activité d'une société civile ne représente pas plus de 10% de ses recettes totales, elle ne sera pas considérée comme redevable de l'impôt sur les sociétés. Les associations également sont susceptibles, en dépit de leur caractère apparemment étranger au domaine d'activité des sociétés, sont susceptibles également de tomber dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés. L'article 206, paragraphe 1 du Code général des impôts prévoit en effet que sont passibles de l'impôt sur les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par action et, dit-il, toute autre personne morale se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. Et ces autres personnes, qui forment une catégorie résiduelle, renvoient donc notamment aux associations, à partir du moment où, bien que n'étant pas expressément nommées par l'article 206, paragraphe 1, elles réalisent des opérations à caractère lucratif. Et ces opérations à caractère lucratif impliquent donc leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés. Une instruction fiscale est venue préciser les conditions auxquelles une association est considérée comme un organisme sans caractère lucratif. D'une part, sa gestion doit être désintéressée, et d'autre part, l'activité de l'association ne doit pas entrer en concurrence avec le secteur commercial dans des conditions de gestion similaires. Quand elle ne présente pas ces caractères, une association est considérée comme une personne morale se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, et donc elle s'expose à l'impôt sur les sociétés sur le fondement de l'article 206 du Code général des impôts. Là aussi, une atténuation mérite tout de même d'être indiquée. Les associations ne sont pas inquiétées lorsque leurs bénéfices qui proviennent d'une activité lucrative n'excèdent pas un certain montant, approximativement 60 000 € par an, et dans la mesure où cette activité lucrative présente un caractère accessoire par rapport aux activités principales, donc non lucratives. En tout état de cause, le droit fiscal témoigne ici d'un certain réalisme. Il s'agit de soumettre au fond à un même régime fiscal
des activités économiques comparables et quel que soit finalement l'habillage juridique retenu pour l'organisme concerné. Parmi les organismes qui sont soumis à l'impôt sur les sociétés en raison de leur activité commerciale, il faut encore mentionner spécialement le cas des organismes publics. L'article 206, paragraphe 1, prévoit en effet que sont passibles de l'impôt sur les sociétés les établissements publics, les organismes de l'État jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes, à partir du moment où ils se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. Donc, les établissements publics à caractère industriel et commercial sont couramment redevables de l'impôt sur les sociétés, compte tenu de ces activités. Il faut néanmoins observer que le simple fait qu'un organisme soit qualifié comme tel, donc soit qualifié d'EPIC, établissement public à caractère industriel et commercial, par le texte qu'il institue, ne suffit pas à entraîner son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, puisque si l'organisme exerce finalement une activité étrangère à la recherche de tout profit, en pratique, eh bien, il n'y aura pas de raison qu'il soit redevable de l'impôt sur les sociétés. Et de la même manière, les établissements publics à caractère administratif, constitueraient a priori en dehors du champ d'application de l'impôt sur les sociétés, peuvent tout à fait être soumis à l'impôt sur les sociétés si, malgré leur statut, eh bien, ils développent une activité commerciale, des activités lucratives. Au fond, c'est la même logique qui prévaut ici que s'agissant, par exemple, des associations. Quelle que soit la forme juridique, eh bien, c'est la nature de l'activité qui va entraîner, qui va déterminer l'assujettissement ou pas à l'impôt sur les sociétés. Je souligne que les établissements publics nationaux ne sont pas les seuls concernés par cette règle et qu'elle s'étend aussi notamment aux établissements publics locaux, comme par exemple les chambres de commerce et d'industrie. Il y a, je le disais tout à l'heure, des organismes qui, quant à eux, ne sont pas inclus mais exclus du champ d'application de l'impôt sur les sociétés. En d'autres termes, de nombreuses exemptions de l'impôt sur les sociétés sont prévues par le Code général des impôts et vont bénéficier à des organismes qui présentent des statuts variés. Ce sont pour la plupart des exemptions qui ont été dictées par des motifs d'ordre économique ou social, et l'on voit que plusieurs catégories de personnes morales donc, sont concernées. À titre d'exemple, sont exonérés d'impôt sur les sociétés les syndicats professionnels et leurs unions, pour leurs activités qui portent sur l'étude et la défense des droits et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu'ils représentent. Certains organismes agricoles, comme les sociétés coopératives de production, les sociétés coopératives de transformation, de conservation ou de vente de produits agricoles. Ce sont encore les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat. On peut encore mentionner par exemple certains organismes d'habitation à loyer modéré ou certains organismes de crédit immobilier. Et puis il y a des organismes publics qui échappent par définition, en vertu de la loi, au champ d'application de l'impôt sur les sociétés. Ce sont les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes interdépartementales, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les syndicats de communes, les syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités, mais aussi leur régie de services publics. Et puis il faut signaler encore que sont exonérés notamment les établissements publics de recherche et les établissements publics d'enseignement supérieur. En définitive, et malgré ces exonérations, on le voit, le domaine d'application de l'impôt sur les sociétés apparaît tout à fait étendu. Et même si les sociétés de capitaux constituent au fond le champ d'élection de l'impôt sur les sociétés, on est loin de considérer que cet impôt se limiterait aux sociétés de capitaux. Il concerne en vérité beaucoup d'autres organismes, comme cela a été vu. Venons-en à présent à la question du résultat imposable au titre de l'impôt sur les sociétés. Jusqu'en 1948, les revenus des sociétés étaient en France soumis à l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux, les BIC, de même que les revenus des entreprises individuelles. Il faut dire que cette situation a laissé un certain nombre de traces dans le droit en vigueur parce que même si l'on est passé
à une imposition distincte avec l'impôt sur les sociétés, qui est bien un autre impôt que l'impôt sur les revenus, eh bien, la détermination du résultat imposable au titre de l'impôt sur les sociétés est restée très proche de la détermination des bénéfices industriels et commerciaux de l'impôt sur le revenu. Autrement dit, sous réserve de certaines particularités, la trame générale est la même dans les deux cas. Quelles sont les grandes caractéristiques du résultat imposable au titre de l'impôt sur les sociétés ? Eh bien, ce résultat imposable, c'est un résultat qui est un résultat annuel, en raison du principe d'annualité de l'impôt. C'est donc un résultat qui doit être déterminé chaque année. Et à cette fin, on prend en compte l'exercice de l'année civile si la période d'exercice coïncide avec l'année civile, et dans l'hypothèse où l'exercice ne coïnciderait pas avec l'année civile, c'est le résultat de l'exercice clos au cours de l'année, au titre de laquelle l'impôt est établi, qui sera pris en compte. Le résultat imposable, c'est le résultat d'un exercice et d'un seul. Autrement dit, aucun événement survenu après la clôture de l'exercice ne peut remettre en question le résultat d'un exercice. Et par ailleurs, le résultat imposable au titre de l'impôt sur les sociétés, c'est un résultat qui est obtenu à partir du résultat comptable. Pour autant, il ne se confond pas nécessairement avec le résultat comptable. Pour être prise en considération dans la détermination du résultat fiscal, une charge doit avoir été comptabilisée. Pour autant, la comptabilité établie par la société ne lie pas le législateur fiscal. Il est libre de définir le résultat imposable d'une manière telle que ce résultat ne corresponde pas au résultat comptable de la société. Autre trait du résultat imposable au titre de l'impôt sur les sociétés, c'est un résultat qui se définit comme un résultat hors taxe. En d'autres termes, les opérations prises en compte sont les opérations hors TVA. Et puis enfin, il faut signaler que ce résultat imposable est un résultat déterminé selon la méthode de la comptabilité d'engagement. D'une part, il doit prendre en compte les créances acquises et non pas les recettes encaissées. Et d'autre part, il doit intégrer les dettes certaines et non pas simplement les dépenses effectivement décaissées. La consistance du résultat imposable doit être quelque peu détaillée à présent. Quelle est d'abord la conception du résultat imposable que retient la loi ? Eh bien, deux conceptions du bénéfice imposable se sont opposées historiquement. La première, c'est la théorie du compte d'exploitation. Et en vertu de cette théorie, eh bien, il s'agirait de prendre en considération l'ensemble des opérations de toute nature réalisées au cours d'un même exercice et retracées dans le compte d'exploitation. C'est un compte qui retrace pour l'essentiel d'un côté les achats, de l'autre les ventes, et plus précisément, ce compte restitue des opérations commerciales ou industrielles de la société, c'est-à-dire des bénéfices réalisés par son activité proprement dite, et donc le résultat, c'est la différence entre les deux ensembles, achat, vente, et ce sera soit un bénéfice, soit un déficit. Cette conception s'est opposée à une autre approche, plus synthétique, que l'on désigne habituellement comme la théorie du bilan, et qui repose sur la comparaison des bilans successifs. Je rappelle que le bilan annuel d'une entreprise évalue tous les éléments de son actif et tous les éléments de son passif à la date où il est établi. Donc, il s'agirait de comparer les bilans successifs et selon cette approche, toute variation positive de l'actif net entre deux bilans successifs est considérée comme dégageant un bénéfice imposable. Autrement dit, dans cette perspective, toute plus-value qui apparaît entre deux bilans est considérée comme la source d'un bénéfice imposable, et cela, quelle que soit l'origine de cette plus-value. Dans ces conditions, même une plus-value qui provient d'une opération très éloignée de l'activité proprement dite de la société va être considérée comme un bénéfice imposable. Et inversement, toute variation négative de l'actif net entre deux bilans successifs sera regardée comme un déficit. Je précise que, selon cette conception, pour apprécier les variations de l'actif, il n'est pas tenu compte des suppléments d'apport tels que les mises de fonds ou les emprunts.
Deux approches concurrentes donc, et face à ces approches concurrentes, eh bien, le législateur français a tranché principalement en faveur de la conception du résultat imposable proposée par la théorie du bilan. L'article 38 du Code général des impôts traduit bien cette orientation. Selon l'article 38 du Code général des impôts, je le cite, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. L'article 38 du Code général des impôts précise que le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuer des suppléments d'apport et augmenter des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend, dit l'article, de l'excédent des valeurs d'actifs sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées. Donc on le voit, c'est ici la théorie du bilan qui se manifeste expressément. Nous en venons à la troisième section de cet enregistrement consacré à l'impôt sur les sociétés, où il sera question des modalités de l'imposition au titre de l'impôt sur les sociétés. Les différentes étapes de l'imposition montrent l'importance des obligations du contribuable. Il est d'abord chargé de la détermination du résultat imposable lui-même. Ce sont les contribuables donc qui doivent eux-mêmes déterminer chaque année le montant de leur résultat imposable, et ils doivent remplir cette obligation en se conformant à la définition du résultat imposable que nous avons évoqué tout à l'heure. Et une fois le montant du résultat imposable déterminé, le contribuable aura à déposer sa déclaration auprès de l'administration fiscale, déclaration qui peut être effectuée selon le régime dit du réel normal pour les entreprises qui ont des résultats relativement importants, ou selon le régime dit du réel simplifié pour les autres entreprises. Autrement dit, la déclaration sera plus ou moins dense ou exigeante selon le niveau de chiffre d'affaires réalisé. En ce qui concerne la liquidation et le paiement de l'impôt, il convient de souligner que l'impôt sur les sociétés est essentiellement un impôt proportionnel et non pas un impôt progressif. En principe, il ne connaît qu'un seul taux, et ce taux est actuellement de 33,33%, avec quelques réserves, enfin quelques exceptions, puisque certaines formes de bénéfices sont taxées à des taux fixes différents. Mais en définitive, donc, c'est bien le taux de 33,33% qui a une portée générale, même s'il ne résume pas à lui seul l'entièreté des cas de liquidation de l'impôt. Il était prévu que la loi de finances pour 2017 marque la première étape d'une baisse progressive du taux de l'impôt sur les sociétés de 33,33% à 28%. Et cela pour les entreprises de toute taille. La mesure était importante, son coût était estimé à 1,5 milliard pour l'État. Cette mesure, à la différence d'autres annonces, a été maintenue, mais malgré tout essentiellement différée, qui ont réduit tout à fait l'impact budgétaire en 2017. Effectivement, la loi de finances pour 2017 prévoit bien de ramener le taux normal de l'impôt sur les sociétés à 28% pour toutes les entreprises d'ici à 2020, mais seules les petites et moyennes entreprises pourront bénéficier dès 2017 de la baisse du taux normal de l'impôt sur les sociétés, donc à 28%, et cela seulement à hauteur de 75 000 € de bénéfices imposables. Donc, on le voit, là, il y a quelque chose qui se passe s'agissant du taux de 33,33%, un mouvement ample qui est engagé, dont il reste à mesurer, évidemment, si ce premier mouvement, ou disons comment ce premier mouvement, sera poursuivi compte tenu des échéances électorales du printemps 2017. Donc c'est à suivre. L'état du droit positif est encore appelé à évoluer sur ce terrain. Voyons à présent les modalités de l'imposition au titre de l'impôt sur les sociétés. Les différentes étapes de l'imposition à l'impôt sur les sociétés montrent bien l'importance des obligations du contribuable. C'est d'abord le contribuable, donc ici la société, qui est chargé de la détermination du résultat imposable. Ce sont les contribuables eux-mêmes qui doivent chaque année procéder à ce travail, c'est-à-dire déterminer donc le montant de leur résultat imposable en se conformant à
la définition du résultat imposable qui ressort de la loi et que nous venons d'évoquer. Une fois le montant du résultat imposable déterminé, le contribuable doit déposer sa déclaration auprès de l'administration fiscale et la déclaration peut être effectuée soit selon le régime du réel normal, ce qui concerne les entreprises dont les résultats sont relativement importants, soit selon le régime que l'on nomme régime du réel simplifié, qui concerne donc les entreprises autres, celles dont les résultats sont moins élevés. En d'autres termes, on le voit, donc la déclaration sera plus ou moins dense et exigeante. En ce qui concerne la liquidation et le paiement de l'impôt sur les sociétés, il convient de souligner que cet impôt est essentiellement un impôt proportionnel et non pas un impôt progressif, c'est-à-dire qu'en principe, il ne connaît qu'un seul taux, qui est actuellement de 33,33%. Et il faut signaler toutefois certaines dérogations qui veulent par exemple que les plus-values à long terme soient imposées à part à un taux qui leur est propre, en général de 15%. On peut aussi signaler que certaines plus-values de cession de titres de société sont imposées à un taux moindre, comme par exemple les plus-values de cession de titres de certaines sociétés à prépondérance immobilière. En définitive, le taux de 33,33% ne résume pas absolument à lui seul la liquidation de l'impôt sur les sociétés. Reste à faire état du paiement de l'impôt. Et de ce point de vue, eh bien, le paiement de l'impôt sur les sociétés s'effectue en 5 étapes. Le contribuable doit spontanément verser des acomptes provisionnels à des dates déterminées, le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre de chaque année. Enfin, le solde est acquitté à l'expiration d'un délai de 3 mois qui suit la clôture de l'exercice. Cet enregistrement est consacré aux impôts sur la dépense et, dans un premier temps, à la taxe sur la valeur ajoutée. La taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, dont on a pu dire qu'il s'agissait de la plus grande innovation fiscale du XXe siècle, est un impôt qui frappe la valeur ajoutée par chaque intermédiaire au cours des processus de production des biens et des services. C'est un impôt qui occupe une place centrale dans le système fiscal français, un impôt moderne qui porte sur une base imposable dynamique, qui ne perturbe pas l'activité économique et qui est le fruit d'une évolution rapide de la technique fiscale. La TVA constitue en outre la première recette fiscale de l'État. Elle a longtemps représenté près de 40% de ses recettes et son importance s'est accentuée au cours des dernières années, si bien que depuis 2006, la part de la TVA dans les recettes fiscales représente près de 50%. La loi de finances pour 2011 prévoit ainsi des recettes nettes de TVA d'un montant de 130,6 milliards d'euros sur un total de 254,38 milliards d'euros. C'est plus du double des recettes prévues pour l'impôt sur le revenu et près de 3 fois le montant attendu de l'impôt sur les sociétés. Il faut toutefois signaler qu'il est délicat de faire de la TVA un véritable instrument de politique économique à l'échelle de l'État en France, puisque les éléments fondamentaux de cet impôt, champ d'application, TVA déductible, structure des taux de TVA, sont essentiellement définis par des directives communautaires qui laissent assez peu de marge de manœuvre aux autorités de chaque État membre pris isolément, et donc à l'État français en particulier. Cet impôt sur la dépense, qui fut imaginé en France, connaît un grand succès international. Il faut dire qu'il est relativement indolore, aisé à prélever, mais aussi très productif et sans incidence négative sur les échanges économiques. La plupart des États industrialisés ont donc repris ce dispositif à leur compte, et parmi eux, seuls les États-Unis n'ont pas recours à la TVA. Ils préfèrent opter pour un système de sales tax, c'est-à-dire une taxe unique à la consommation. Les pays émergents ont eux-mêmes également souvent recours à la TVA, notamment lorsqu'ils modernisent leur système fiscal. Et c'est ainsi, par exemple, que le Brésil
a adopté la TVA dès 1965 et que l'Inde a créé une taxe sur la valeur ajoutée en 2005.